Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille votre curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Cette semaine, je rencontre Benjamin qui est pompier professionnel et instructeur secourisme. Benjamin exerce une profession plus qu'essentielle et souvent glorifiée. Qui n'a pas rêvé d'être pompier quand il était petit, de monter sur la grande échelle, de sauver tout le monde? Et c'est bien pour cela qu'il était important pour moi de détailler l'envers du décor, la réalité de ce métier. Parce qu'il ne s'agit pas que d'éteindre des feux ou de sauver des vies, mais aussi majoritairement d'une mission d'assistance à la population. Le profil de Benjamin a retenu particulièrement mon attention, car il a dû affronter un bouleversement dans sa vie. Frappé par la sclérose en plaques depuis de nombreuses années, il a dû apprendre à la dompter et à cohabiter avec elle. Il a finalement appris à en faire une force, celle de voir la vie autrement et de savoir aussi saisir de nouvelles opportunités que la vie avait à lui offrir. Alors aujourd'hui, opérateur de centre d'appel d'urgence et instructeur secourisme, il place au cœur de sa mission de faire faire ou d'apprendre à faire faire, parce que les premiers gestes pourraient sauver tellement de vies. Benjamin, mille merci de nous avoir ouvert les coulisses de ton métier et livré aussi des aspects plus personnels de ta vie. Je vous souhaite une très bonne écoute. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, alors un petit 5 étoiles plein les yeux, le partager aussi à votre entourage. Allez, c'est parti! Salut Benjamin. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir pour ce moment d'échange et que tu puisses nous présenter ton métier de pompier et d'instructeur secourisme. Alors Benjamin, normalement je présente et donc j'écris le petit mot pour présenter les invités, mais là c'est pas du tout que je suis feignante, mais je suis tombée en fait sur ton message de profil LinkedIn et honnêtement il m'a vraiment percuté de plein fouet et du coup j'aimerais bien le lire si tu acceptes. Oui, bien sûr. Tu écris j'ai 2 passions. L'urgence et la pédagogie, ainsi qu'une extraordinaire et incroyable pulsion de vie qui me pousse à être et vivre ma vie dans toujours plus de joie et de gratitude chaque jour au fil de mes apprentissages et mes échanges. Je suis un cultivateur de joie et de bonheur au quotidien depuis que mon chronomètre et cette course du fer s'est arrêtée le jour où je me suis installée dans un fauteuil roulant en 2019, suite à une sclérose en plaques qui partage ma vie depuis 2003. Quel drame, diront certains, et pourtant c'est une joie extraordinaire. J'ai enfin stoppé cette course du fer l'année dernière pour enfin être et commencer à vivre plutôt que survivre en permanence. Et j'adore cette phrase. Je partage de toute mon âme que tout est possible et que cette vie est juste et merveilleuse et surtout juste merveilleuse. Voilà. Et je ne te connais pas beaucoup encore, mais c'est vrai que nos premiers échanges me permettent de dire quand même que ces quelques lignes sont écrites avec le cœur et te représentent quand même beaucoup. Benjamin, après cette introduction plutôt canon, comme j'aimerais bien en faire pour chacun de mes invités, je te propose, on va parler de tes 2 métiers, que sont donc les métiers de sapeur-pompier professionnel et instructeur secourisme. Mais avant ça, j'aimerais bien en fait que qu'on reparte un peu en arrière et que tu me racontes un peu qui t'étais enfant et surtout quel métier tu rêvais de faire. Alors, quand j'étais enfant, j'étais très curieux. Je bougeais beaucoup et ce qui m'intéressait pour moi, c'était d'être dehors. Il fallait surtout pas que je sois enfermé. Après, j'étais un enfant qui aimait pas du tout l'école. Parce que pour moi, en fait, apprendre par cœur, pour moi, c'était pas intéressant. Ce qu'il fallait, c'est que je vive les choses. Il fallait que j'expérimente. Et pour moi, c'était la meilleure façon d'apprendre. Et quand je voyais les cours qui nous étaient dispensés au lycée, bah, j'avais vraiment beaucoup de mal. C'est pour ça que j'ai fait 2 secondes, 2 premières et 2 terminales. Ouais, c'était parce que j'aimais bien le lycée. En plus, bah, ça se passait super bien et du coup, j'étais tellement bien que bah, il fallait que je reste là-bas, quoi. Et en même temps, j'étais vraiment en total, comment dirais-je,
je rejetais complètement cette façon d'apprentissage qui ne me convenait pas du tout. Et puis voilà, et en même temps, je me cherchais, je ne savais pas trop à quoi ça servait. Hein. C'est ce que je dis. Ce que je t'ai dit précédemment, c'est qu'effectivement, si j'avais eu une Julie en conseillère d'orientation, j'aurais été le plus heureux du monde en voyant ton blog, en voyant toutes tes vidéos, etc. Parce qu'enfin, j'aurais pu découvrir et m'acculturer sur toutes les professions qui existent. Et au lieu de ça, en fait, on a été sur un site un peu pourri, c'était de l'ONICEP, où on se disait, bon, bah voilà, une fois que tu as rempli ton questionnaire, bah, tu seras gardien de prison, tu seras cuisinier, tu seras botaniste, ou alors sinon, on m'avait dit quoi aussi? Ah oui, je pourrais être soigneur pour les dauphins. Alors ça m'allait bien parce que le Grand Bleu, ça m'avait pas. Voilà. Et du coup, en fait, un jour, j'ai été chez j'étais avec mes grands-parents et en fait, euh, mon grand-père disait que je devais avoir le ver solitaire tellement je mangeais. Alors du coup, il a dit, on va aller voir le médecin. Alors, du coup, nous voilà partis chez le médecin parce qu'il pensait que j'avais le ver solitaire parce que j'arrêtais pas de manger. Et finalement, je venais juste de déménager dans un endroit que je connaissais pas trop. Et donc, c'était à côté de Lyon. Et du coup, on regarde sur la porte, il y avait un affichage marqué ayez une deuxième vie, devenez sapeur-pompier. Alors, je regarde, ça me fait un petit peu écho parce que les pompiers, ça m'avait toujours intéressé. Voilà, le culte du héros qui sauve tout le monde. Voilà, je trouvais ça génial. Et puis, dans les films, c'était super bien. En plus, les gens, ils aimaient bien les pompiers. Donc, OK. Les filles Et puis aussi. là, en fait, ouais, aussi, ouais. Et puis, à l'époque, j'étais vraiment porté là-dessus aussi, pendant les périodes de lycée. Et du coup, en fait, ce médecin me dit, bah, ah bah, je suis médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires et si tu veux, si ça t'intéresse, on recrute, tu fais du sport, donc c'est génial, tu as l'air motivé, t'as qu'à passer à la caserne. Ok, bah, quand est-ce que je peux passer? Bah, samedi si tu veux. Et du coup, bah, voilà, l'entretien se termine avec la consultation se termine avec le docteur et là il me dit, bah, effectivement, Benjamin, je vais te rassurer, mais surtout, je vais rassurer ton grand-père. Tu n'as pas le ver solitaire, tu es juste en pleine croissance. Donc, du coup, bah, moi, j'étais rassuré. Mon grand-père, vu qu'il faisait les courses, il n'était pas trop rassuré non plus. Mais bon, voilà. Et puis, finalement, il m'a dit, bon, bah, samedi, on va aller à la caserne. Je t'emmène à la caserne. Et là, j'avais 16 ans. Et du coup, bah, j'y ai été une après-midi pour visiter comment c'était, voir les spécialités qu'il y avait, comment ça se passait. Et puis en fait, bah, je suis jamais sorti. C'est un peu comme Obélix et la marmite. Hein. Je suis tombé dedans et voilà. Donc après, j'arrêtais pas de travailler mes cours pour autant je redoublais à l'école, autant bah, je devenais major promotion pour mon concours enfin pour mon stage de caporal ou des trucs comme ça. Je révisais mes cours de pompier plutôt ou mes cours de secouriste plutôt que mes cours de philo. Et je me rappelle même une fois dire bon bah madame en fait tenez je vous rends la feuille parce que le sujet il m'intéresse pas du tout et j'ai vraiment autre chose à faire, c'est vraiment primordial, c'est pour ma vie hein, parce que là votre sujet non c'est pas du tout pour ma vie. Et du coup je lui dis vous inquiétez pas hein, je vous dérangerai pas. Et puis je suis parti au fond de la classe, puis j'ai ouvert mes classeurs de pompiers, puis je révisais tout ça et elle vient à côté de moi et elle me dit mais Benjamin mais qu'est-ce que tu fais en fait? Bah en fait je fais ce qui m'anime. Et là elle me dit ah oui mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Je fais oui mais ça c'est ce qui m'anime. Donc moi, je vous ai répondu, je vous ai rendu votre copie. Vous pouvez me mettre 0, c'est pas trop important. En fait, je pense que ça n'a pas changé ma vie. Par contre, là, ce que je suis en train de faire, bah, là, je suis en train de la préparer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que le jour des épreuves du bac, en fait, il y avait une épreuve qui tombait le jour du concours, en fait, enfin, des sélections pour entrer chez les pompiers de Paris. Et en fait, bah, je me suis préparé de mes épreuves. Je les ai écourtés et après, je suis parti passer mes épreuves pour rentrer justement chez les pompiers de Paris. Et Et du Benjamin, coup, Benjamin, comment ton entourage a réagi quand, en gros, ils ont vu que voilà, que tu voulais pas forcément poursuivre tes études, mais que tu voulais vraiment, bah là, tout de suite, commencer un métier, quoi, qui était le métier en plus de pompier, hein, qui peut faire peur, hein, parfois. bah, en fait, alors déjà, j'ai commencé par pompier volontaire. Et après, en fait, je suis rentré pompier de Paris. Et
tout le monde voyait qu'en fait, ça m'animait, je vivais que par ça, que pour ça, etc., etc. Donc ça, tout le monde était convaincu que j'allais en faire mon métier, je le disais tout le temps. Par contre, l'obligation parentale qui m'était imposée, c'était finis tes études, comme ça après, ça te fait un bagage et puis après, tu finiras. Après, à chaque fois, on m'a imposé en disant, voilà, il faudrait plus que tu fasses telle filière, telle ci, telle ça, etc., etc. Et pour moi, c'était pas juste, et c'est peut-être pour ça que j'ai redoublé 2 secondes de première de terminale. Je faisais un petit peu le réfractaire et un petit peu le rebelle. Et du coup, voilà, pour marquer au fer blanc un petit peu ma volonté de devenir sapeur-pompier, et c'était en opposition à ce qu'on m'a toujours demandé plus ou moins de faire. Et du coup, je me suis barré et j'ai pris mon chemin. Voilà. Bon, on reverra plus tard, hein, mais effectivement, avec le recul, j'aurais peut-être pas pris le même itinéraire. Ça m'aurait évité, on va dire, beaucoup de détours en fait dans mon chemin. Mais effectivement, si on peut d'abord finir ses études ou au moins avoir un bac pour pouvoir après passer. C'est pas une obligation, mais c'est plus confortable après pour d'autres choses. Alors, donc là, tu passes de pompier volontaire à pompier professionnel. Alors non, Paris, c'est des pompiers militaires. Donc après, je suis rentré pompier militaire. Et après, en fait, à l'issue de mon contrat, en fait, j'ai passé un concours de la fonction publique pour rentrer sapeur-pompier professionnel. Donc là, c'est un autre concours. En fait, il y a 2 voies de recrutement, soit le sapeur-pompier professionnel non officier, soit le sapeur-pompier professionnel officier. Donc non officier, en fait, c'est ouvert à partir du brevet des collèges, à peu près, niveau 3e. Et vu que c'est un concours, tous les niveaux sont décalés. Puisque vu que c'est des concours, forcément, ils prennent le nombre de places nécessaires. Et il y en a beaucoup qui ont le bac qui vont le passer. Donc voilà. Moi, je ne l'avais pas, j'avais juste un niveau terminal. Et après, en fait, il y a une autre voie d'entrée qui est le concours d'officier, où là, en fait, c'est au niveau bac plus 3, je crois. Voilà. Ok. Donc, donc là, tu intègres les pompiers donc du coup de Paris. Alors, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu quelles sont toutes les missions en tant que pompier. Tu y fais quoi et moi, vue de loin, il faudrait que tu m'expliques à un moment donné toutes les missions et la différence avec le SAMU, par exemple. Évidemment, la grande échelle et tout ça, je maîtrise, mais je crois que j'ai une vision quand même assez partielle. Oui, c'est normal puisque en fait on découvre le métier de sapeur-pompier au travers Sam le pompier, au travers Backdraft, au travers des films, des choses comme ça. Alors c'est génial, mais c'est pas du tout la vraie vie. C'est-à-dire que le métier de sapeur-pompier aujourd'hui, il faut savoir que c'est environ 96% de secours d'urgence aux personnes. Donc c'est de l'assistance aux victimes en fait. C'est de l'assistance à la population. Alors au départ, on pense qu'on veut faire pompier pour le feu, mais si on fait maintenant sapeur-pompier pour le feu, on loupe quelque chose. On loupe quelque chose parce que, oui, effectivement, c'est bien, mais c'est tellement rare que si on attend que ça, finalement, on va être aigri au bout de sa carrière parce qu'on n'aura pas fait grand-chose qui nous aura fait vibrer si on attendait que d'éteindre des incendies. Sachant que dans les incendies, il y a les feux d'appartement qui sont d'une extrême intensité et en même temps qui procure une joie immense quand on est en train d'éteindre un incendie de cette ampleur. Mais après, il y a aussi des feux de forêt où c'est aussi extraordinaire à vivre. Par contre, il y a l'envers du décor qui s'appelle les feux de poubelle, les feux de voiture, les feux de végétation simple, qui eux, en fait, sont pas très, on va dire, jouissifs. Ok. Donc là, tu sembles dire effectivement que la grosse partie, c'est le secours à la population. Ouais, il y a le parti incendie, donc c'est à peu près. Alors, c'est à nuancer les pourcentages, parce que je les ai pas sous les yeux. Je m'excuse, c'est mauvaise préparation, mais c'est à peu près 4%, 5%, pas plus. Le reste, donc il y a tout ce qui est secours d'urgence aux personnes. Dans le secours d'urgence aux personnes, en fait, il y a aussi tout ce qui est secours routier, donc désincarcération.
donc là qui est une spécialité à part entière, hein, c'est désincarcération, c'est le fait de sortir la victime du véhicule parce qu'elle ne peut pas s'y extraire d'elle-même. Donc on vient découper telle ou telle partie du véhicule pour pouvoir, ou même écarter le véhicule pour pouvoir en fait extraire la personne en respectant son axe tête-coutron de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la moelle épinière, au niveau de sa motricité ou de ses fonctions vitales. Donc voilà. Et après, il y a tout ce qui est intervention diverses. Alors les interventions diverses, ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être des protections de la voie publique, c'est-à-dire un balisage s'il y a un effondrement d'un arbre ou des choses comme ça. Ça peut être des interventions d'hyménoptères. Hein, c'est-à-dire que effectivement, il y a un nid de frelons qui se forme dans les combles d'une école. Et effectivement, on va y aller. Il y a aussi les interventions qui sont liées aux carences. C'est-à-dire, si les ambulanciers ne peuvent pas effectuer leur travail, et on va venir en carence d'ambulanciers. Donc, on ne va plus faire de l'urgence, mais on va faire du transport sanitaire. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est carence d'ascensoristes, hein, les pannes d'ascenseur. Normalement, c'est des professionnels qui les font. Et si au-delà de 1 heure ou 50 minutes de délai, ils ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas assumer, finalement, c'est nous qui allons venir. Ou alors si c'est des personnes à risque ou des choses comme ça. Après, en fait, il y a tout ce qui est intervention de spécialité. Alors là, les spécialités sont très nombreuses. Donc, chez les pompiers, on a des spécialités liées au risque d'intervention en milieu périlleux, donc grande hauteur ou dans les tunnels ou les choses comme ça. Il y a tout ce qui est milieu confiné, donc qui est lié justement à ces tunnels. C'est tout ce qui est fait en milieu confiné. Il y a aussi tout ce qui est sauvetage des blêments, quand il y a des effondrements, des tremblements de terre, des choses comme ça. Ensuite, il y a tout ce qui est risque chimique, radiologique et tout ce qui est donc radiologique, c'est plus par rapport à tout ce qui est par exemple, nucléaire ou des trucs comme ça, non? Hein, c'est juste dans des sources radioactives. Hein. Donc il peut y en avoir dans plein de choses dans notre quotidien, que ce soit du paratonnerre ou au transport de blocs médicaux ou des choses comme ça. Après, en fait, on a des interventions de plongeurs ou de sauvetage aquatique. Donc, les plongeurs, c'est sous l'eau et les sauveteurs aquatiques, c'est à la surface. Ensuite, on a quoi d'autre comme spécialité? On a tout ce qui est risque cynotechnique, donc avec les chiens, les animaux, etc., etc. Et c'est vrai que on a énormément de spécialités par rapport à ça. Donc après, en fait, chaque sapeur-pompier, en fait, dans sa caserne respective, peut avoir 1, 2, 3 spécialités. Et après, en fait, il se spécialise là-dedans, en fait, à son bon vouloir. Et vous êtes formé, du coup, pour chacune de ces spécialités? Est-ce que c'est la caserne qui vous forme ou est-ce que c'est vous qui devez apprendre ailleurs, quoi? Alors, l'avantage d'être chez les sapeurs-pompiers de France, on va dire, puisque c'est vraiment propre à notre pays. C'est déjà qu'on est polyvalent dans nos missions, c'est-à-dire qu'on fait et du secours d'urgence à personne et en même temps de l'incendie et du secours routier, alors que dans certains pays, en fait, ils vont faire soit que de l'ambulance, soit que de l'incendie. Donc ça, c'est une particularité du schéma français. Ensuite, par rapport à ces spécialités, les sapeurs-pompiers, en fait, nous forment de A à Z. C'est-à-dire quand on rentre chez les sapeurs-pompiers, on apprend un métier, on apprend en fait des savoirs, des savoir-faire, on apprend aussi, parce qu'on a beaucoup à développer son savoir-être, et aussi au savoir-faire faire justement avec l'instruction et puis le développement de la formation. Et effectivement, il y a dans chaque département, parce que c'est régi par département en fait au niveau des services départementaux d'incendie et de secours. Donc là, dans le Rhône, c'est un service départemental et métropolitain d'incendie et de secours, mais ça c'est juste, on dirait, un format administratif. Mais il y a toujours une école départementale à chaque fois et en fait qui s'occupe de gérer la formation des sapeurs-pompiers de A jusqu'à Z. Et pour les spécialités, on a des référents techniques dans chaque spécialité. Et chaque spécialité, en fait, a différents niveaux de compétences et en fonction
de l'ancienneté, en fonction des aptitudes aux uns et aux autres et aussi des envies de chacun, et on peut évoluer dans ce parcours-là. Moi, je voudrais d'abord comprendre, parce que tu parles dans les interventions, donc ça, on a vu ce que vous faisiez en intervention, mais évidemment, vous intervenez pas toujours. Donc moi, ce que je voudrais comprendre aussi, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas en intervention. Est-ce que vous avez d'autres tâches? Et je pense notamment à des tâches de type administrative, enfin tu vois, des tâches qui sont pas forcément dans l'action, mais qui font partie de votre métier. Et puis j'aurais bien voulu aussi savoir en fait quel est le rythme, en fait, quelle est la journée type d'un pompier professionnel. Pour répondre par rapport à justement cette journée, en fonction des casernes, en fait, les journées sont rythmées plus ou moins différemment. C'est-à-dire que soit on commence à 7h, soit on commence à 8h. Et après, c'est les gardes, en fait, soit c'est des gardes de 12 heures, soit c'est des gardes de 24 heures. Ça dépend du cycle en fait qu'on a choisi. Après, c'est imposé dans certains départements, pas forcément dans d'autres. Donc, chaque département fait un petit peu sa recette miracle, on va dire. Et du coup, si je prends l'exemple de mon département, donc il y a des casernes qui commencent à 7h à 8h. Les 5 premières minutes, c'est le rassemblement, où tout le monde se rassemble. On fait une minute de silence en respect des morts au feu et morts victimes du devoir, donc décédés en intervention, donc des sapeurs-pompiers décédés en intervention ou morts victimes du devoir. Et ensuite, à la suite de ça, en fait, il y a le chef de la garde qui va faire un inventaire, ou plutôt un appel des personnels par piquet, par véhicule, en fait. C'est-à-dire telle équipe, voilà, donc il donne les noms, à chaque fois on répond présent, et après, affecté à tel véhicule, et ainsi de suite. Et comme ça, en fait, tout le monde sait qui est là, qui est à quel piquet, et quelles vont être ses missions de la journée. Sachant qu'après, on peut être polyvalent, c'est-à-dire si on est à l'ambulance la journée, et si on est un équipage de 3, parce que c'est un véhicule qui part à 3 ou 4, et effectivement, ce véhicule-là, ça va être la première ambulance. La deuxième ambulance, ça va être le véhicule numéro 2, ils seront 3 ou 4. Et en fait, s'il y a un fourgon, vu que c'est un véhicule à 6, ça va être les 2 équipages des 2 ambulances qui vont partir au fourgon. Donc voilà, on peut faire, on n'est pas attribué forcément à une fonction toute la journée à faire que ça. Voilà. Ça peut être polyvalent, donc c'est l'avantage aussi, c'est qu'en fait, ça change tout le temps au niveau de nos missions, même au sein d'une même journée. Pas que pour l'intervention. Et donc tu effectues aussi donc des tâches autres qui sont hors intervention de type administrative. Je sens qu'on y passe trois plombs, mais c'est juste qu'on se rende compte aussi qu'il y a certains métiers, c'est pas que l'action, quoi. Il y a aussi une part de contrainte. À partir du moment où on a fait ça, donc il y a cet inventaire qui est, cet appel qui est fait. À l'issue de l'appel, en fait, on va faire nos inventaires, c'est-à-dire par rapport au véhicule auquel on est dédié, on va aller dans son véhicule et on va regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que les dates de péremption des produits, des médicaments, des compresses, de machin, ils sont conformes? Est-ce que chaque chose est à sa place? Est-ce que si c'est un fourgon, est-ce qu'il y a de l'eau dans mon camion? Est-ce que les bouteilles d'air, en fait, des appareils respiratoires isolants, ils sont au taquet ou est-ce qu'ils sont à moitié? Est-ce que je dois les remplir ou non? Après, il y a tout le ménage par rapport à ça. C'est-à-dire que oui, effectivement, il faut le nettoyer puisque son véhicule, il doit être propre. Si j'ai une trace de sang ou de vomi dans l'ambulance et que je cherche quelqu'un à la première victime, ça fait un peu désordre. Mon véhicule de fourgon, mon fourgon, si mon véhicule d'incendie, s'il est pourri ou quoi que ce soit, non, c'est pas correct. Donc, je vais le nettoyer, intérieur, extérieur, etc., etc. Donc, il y a toute cette partie logistique. Une fois qu'on a fait ça, généralement, il y a un temps de cohésion pour le petit déjeuner, donc qui est très agréable. Et à l'issue, en fait, on rentre en formation en instruction. C'est-à-dire, il y a une instruction, soit par véhicule, soit toute la garde ensemble. Et en fait, on fait des manœuvres, on fait du secourisme, on fait de l'incendie, on fait du secours routier, on fait des manœuvres de spécialité, on fait pas mal de choses. Et là, en fait, chacun va travailler et on va dire mettre à jour et perfectionner ses compétences. Est-ce que ça fait partie est-ce que ça fait partie de ça? Moi, je vois souvent des brigades, des casernes, les pompiers qui courent dans le quartier. Et après, l'autre question, c'est les fameux exercices de la planche.
Est-ce que ça, c'est un truc que vous faites très souvent ou pas? Alors, ça, c'est juste après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait toute la partie, on va dire, théorie, pratique, mise en situation professionnelle, on va appeler ça comme ça, là, en fait, c'est la période du sport. Donc là, en fait, on a notre temps de formation, hop, et après, en fait, on va faire le temps de sport. Donc là, en fait, on va tous être au sport. Donc soit c'est du sport collectif, soit c'est du sport individuel. Alors sur Paris, à chaque fois, en fait, il y a la fameuse épreuve de la planche euh, qui est récurrente et journalière, alors que chez les pompiers professionnels, c'est pas une obligation. Il n'y a aucune obligation par rapport à ça, sauf pendant l'instruction, pendant la période d'instruction, où effectivement, on est noté là-dessus et que ça fait partie des critères d'évaluation en fait pour pouvoir devenir pompier professionnel. Donc voilà. Et donc à l'issue de toute cette partie sportive, et ben là, c'est douche et après repas. Après, on a une pause entre midi et deux pour manger, pour faire son temps libre. Mais bien sûr, si ça bip, on part en intervention. Hein. On impose que voilà. Et après, à l'issue, en fait, généralement, après le repas, il y a là où le matin, normalement, on a les manœuvres d'ensemble, les manœuvres par véhicule. Et ben là, on a une manœuvre d'ensemble, en fait, à 14 heures. Donc, c'est une manœuvre combinée avec plusieurs véhicules. Et à l'issue, en fait, c'est ce qu'on appelle dans les services. Et en fait, il y a des services par caserne et chacun va dans son service. Donc, ça peut être la gestion des poteaux d'incendie, ça peut être la formation, ça peut être plus des ressources humaines, plus la gestion des gardes hebdomadaires, etc., etc. Et là, tout ça, on rentre dans la partie administrative, effectivement. Et en fonction des casernes, et vu que l'intervention est plus présente que dans d'autres, effectivement, il y en a qui font plus d'administratifs que d'autres. Ok. Et alors, j'ai plusieurs questions par rapport à ce métier. Là, je crois qu'on est vraiment rentré dans le concret, mais en revanche, j'aimerais bien savoir d'abord, d'une part, est-ce qu'il a évolué en 20 ans de toi, de ta carrière? Est-ce que tu as l'impression que justement vos appels ont changé et sont plus de la même nature? Alors, on va regarder juste factuellement, c'est-à-dire qu'à l'époque, dans le département du Rhône, hein, comme exemple, il y avait un véhicule d'incendie par caserne, c'est-à-dire un véhicule qui était dédié à l'extinction des incendies par caserne. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, maintenant, il y a au minimum une ambulance par caserne. Donc, on voit bien en fait ce changement de mentalité. Hein. La prévention y est pour beaucoup, puisque maintenant, vous savez très bien, alors si c'est pas fait, il faut vraiment le faire, Julie, les détecteurs de fumée, c'est obligatoire dans les maisons. Et je rappelle qu'en fait, quand il y a un incendie, en fait, ce qui tue, ça va pas être la chaleur, ça va être les fumées qui sont dégagées. Et c'est un gaz en fait dans ces fumées qui s'appelle le monoxyde de carbone qui est incolore, inodore et insipide, et il se fixe 200 fois plus vite sur vos récepteurs que l'oxygène. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque inspiration, en fonction de la concentration, vous aurez mal à la tête, vous allez commencer à vous endormir et vous allez vomir peut-être. Et là, tout de suite, en fait, vous serez inconscient et puis vous serez saturé au niveau de vos récepteurs d'oxygène. Donc, du coup, vous allez être intoxiqué par les fumées et c'est la première cause de mortalité dans les incendies. Et effectivement, la prévention, elle est là pour ça, elle est là pour justement développer un petit peu toute cette culture en fait de prise de conscience du risque et justement d'anticipation justement. Quand je donne des cours aux maternelles, souvent je leur dis, vous voyez les enfants, la prévention en fait, c'est comme quand vous allez aux toilettes. C'est pas une fois qu'on est sur les toilettes qu'il faut chercher le papier. Et là, eux, ils comprennent bien. Donc, pour les adultes, c'est un petit peu ça aussi. L'objectif, c'est vraiment anticiper. Et c'est grâce à toute cette culture de prévention qu'effectivement, aujourd'hui, on arrive à réduire le risque et à réduire le nombre d'incendies. Et aujourd'hui, on assiste à une détresse qui est plus sociale. Les gens sont de plus en plus assistés et réclament beaucoup d'assistanat par rapport à ça. Souvent, on fait ce qu'on appelle les transports taxis. Hein. On va les emmener d'un point A chez eux à l'hôpital, alors qu'ils pourraient très bien le faire tout seuls. Et alors, normalement, ce n'est pas dans nos missions. Hein.
alors quand je dis dans nos missions, c'est dans nos missions premières, c'est-à-dire qui sont vraiment l'urgence, etc. Mais maintenant, on est passé du SAP au SUAP. Avant, on était dans le secours à personne et maintenant, on est dans le secours d'urgence à personne. Avant, les véhicules, ils s'appelaient véhicules de secours d'asphyxiés blessés et maintenant, ils s'appellent véhicules de secours d'aide aux victimes. Donc, on voit bien en fait cette évolution en fait qui se fait. J'avais envie de te poser une question au-delà de l'évolution de ton métier, en fait, c'est qu'il y a quand même un truc dont j'entends parler assez régulièrement aux infos et qui encore m'étonne par rapport à, pour moi, l'image que vous avez de héros, c'est vous êtes, on entend souvent parler en fait d'agression, d'agressivité auprès des sapeurs-pompiers. Je voudrais savoir si c'est une réalité que tu côtoies et comment vous la vivez, vous, de votre côté, en fait? Alors, on va dire qu'il y a 3 aspects différents et, et qui sont un petit peu au reflet de ce qu'il y a dans la société actuellement. Aujourd'hui, les gens, ils sont de plus en plus centrés sur eux-mêmes. C'est moi, 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 moi. Et ils ont du mal à comprendre quand ils sont dans la détresse qu'effectivement, on puisse mettre 10 minutes à intervenir. Donc là, il y a une certaine colère qui monte, qui est grandissante. Et effectivement, quand les interventions arrivent sur les lieux, bah, là, effectivement, en fonction des personnes, et bah, il y en a qui sont accueillantes et d'autres qui sont agressives par rapport à nous. La deuxième des situations, c'est les appels nombreux aujourd'hui, de plus en plus, où les gens nous appellent en défouloir. Soit pour nous insulter, soit pour exprimer leur mécontentement. Et du coup, en fait, l'objectif de ça, c'est d'accompagner un petit peu les personnes qui sont en stress dépassé lors d'un appel au secours pour les apaiser et puis pour leur dire qu'on est là pour eux et qu'on fait de notre mieux, mais que le temps, on ne peut pas passer au-dessus des voitures s'il y a des embouteillages, etc. Et que on peut pas on n'a pas de don d'ubiquité et on ne peut pas se télétransporter chez les gens comme dans les films, que ça, c'est pas possible. Donc là, effectivement, et c'est aussi pour ça qu'on propose à l'ensemble de la population de faire de la formation, de manière à pouvoir un petit peu pallier à ce temps incompressible des 10 minutes qui est la moyenne en fait nationale pour intervenir chez les pompiers, chez les gens en intervention. Et là où on le voit de plus en plus, c'est au niveau en fait de quartiers sensibles ou lors de manifestations, on l'a bien vu avec les gilets jaunes ou des choses comme ça, c'est qu'effectivement, les gens quand ils sont en colère, ils manquent de discernement. Et quand leur manque de discernement, en fait, elle fait que on est assimilé à des forces de l'ordre. On est en uniforme, donc on représente l'État. Donc tout ce qui représente l'État, et ben, ça déroule. Et c'est un petit peu ça, en fait. Donc aujourd'hui, on a des procédures par rapport à ça où effectivement, s'il y a des zones sensibles ou s'il y a des regroupements de personnes, et ben, on attend avant d'intervenir en fait, sur un incendie. Alors s'il n'y a pas de risque de propagation, etc. Mais on mesure toujours en fait les bénéfices-risques pour voir si on est en capacité d'intervenir ou non, parce que nous ne sommes pas des forces de l'ordre. Nous ne sommes pas là pour faire du maintien de l'ordre. Nous sommes là pour assurer la sécurité des concitoyens et c'est nos seules missions. Alors tu dis un truc qui est assez juste et qui m'amène une deuxième question, c'est tu parlais de la prise de risque. Moi je pense qu'il y a un point qui est essentiel dans votre métier, c'est la gestion de la peur de ta peur et la peur de ton entourage quand tu fais un métier qui est quand même à risque comme celui de pompier. Et également quand vous êtes en intervention, qui va jouer justement ce rôle de garde-fou, parce que vous êtes, il y a un incendie, vous savez qu'il faut aller sauver la personne qui est dans l'appartement, mais vous savez que potentiellement à ce moment-là précis, tu te mets en danger, toi, qui va dire stop, t'es pas le héros et donc c'est trop tard, c'est pas possible, tu t'arrêtes là et tu montes pas dans l'appart. Ouais. C'est rigolo cette image parce que effectivement c'est l'image que tout le monde a, mais les risques ils sont mesurés. Alors déjà la peur elle est mesurée par rapport au fait que si on faisait ce métier, si ce métier c'était si dangereux que ça, je pense que l'État il nous aurait classifié profession à risque, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Donc ça c'est la première des choses. On n'est pas considéré comme une profession à risque. On est considéré comme profession dangereuse. Alors du coup c'est un peu plus cher pour les assurances, mais c'est tout ce que ça a apporté. Donc voilà, mais ça c'est anecdotique, mais c'est vrai.
Et du coup, par rapport à ça, surtout, quand on va dans un incendie, déjà, on ne va pas dans un incendie, on vient éteindre un incendie. Donc, si on vient éteindre un incendie, on n'y va pas juste en short, en tongs, en claquettes, en t-shirt et en débardeur. On y va avec des équipements de protection individuelle. On n'y va pas juste comme ça parce qu'on a vu de la lumière ou on a regardé Sam le pompier ou Backdraft. En fait, on a une formation, on a, comme on a évoqué tout à l'heure, des instructions régulièrement. Avant de partir en intervention, on est obligé d'avoir validé tant de compétences. Avant de partir, en fait, s'occuper de victimes, on est obligé d'avoir validé tant de compétences, validé notre formation, eu notre diplôme. Et en fait, on est obligé de maintenir à jour nos compétences. C'est-à-dire qu'on ne va pas les maintenir à jour tous les 4 ans, d'accord? On va les maintenir tous les ans. Et en plus de ça, c'est juste la validation, on va dire, officielle. Mais en plus de cette validation officielle d'une année, au sein de notre caserne, vu qu'on a des journées de formation permanentes, c'est-à-dire chaque jour de garde, on va valider, on va recycler, enfin pas recycler parce que ça fait plus de déchets, mais on va remettre à jour nos compétences sur telle et telle thématique. Et ben en fait, ce refresh en fait, et ben il se fait en permanence. Alors je dis pas qu'on n'a pas de peur parce que bah, de temps en temps, oui, mais après il y a l'adrénaline, il y a ci, il y a ça, mais en même temps le risque, je veux dire qu'il est mesuré. Et si en fait le risque il n'est pas mesuré et que si le risque il est complètement disproportionné avec la sécurité du personnel, et ben, le garde-fou sur l'intervention, c'est le chef d'agrès. C'est le responsable de l'intervention, c'est le commandant des opérations de secours au moment où il exerce sa fonction. C'est ça, c'est lui, c'est le garant, c'est un peu l'ange gardien qui va dire, OK, bah, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Il va envoyer ses binômes sur un feu ou il va en fait s'occuper de la victime et il va voir en fait, bah, effectivement, est-ce que en fait mes équipiers, et ça c'est le rôle d'un chef d'agrès, et c'est est-ce que mes équipiers sont en sécurité, est-ce que je suis en sécurité, est-ce que je vais intervenir ou non. Ok, c'est le fameux Voilà. garde-fou. Alors tu parlais de l'adrénaline. Comment tu gères cette distance entre l'adrénaline d'être super content qu'on ait besoin de toi et en même temps, tu le sais que c'est pour une situation qui est pas cool pour la personne qui le vit. La catalyseur. Et en fait, comme toute prise de vitesse dans ta vie, à tous les niveaux, hein, je parle, à partir du moment où tu es dans la cinétique, et qu'est-ce qui va se passer? Ton champ de vision, il se rétrécit. Tu vois plus ce qu'il y a à droite, tu vois plus ce qu'il y a à gauche. À l'instar de ma vie dans ce métier ou dans toutes mes activités, etc., quand tu es toujours dans le faire, tu n'es pas dans l'être. Tu n'es pas posé. Tu es toujours dans le plus, et tu es dans la course. Dans la course, je vais sauver le monde entier, je vais sauver toujours plus, ou je vais en faire toujours plus pour me prouver un petit peu plus ce que je vaux, qui je suis, parce qu'on est en train de combler un petit peu tout simplement nos blessures de nos valeurs ou de nos reconnaissances, etc., etc. Et là, du coup, on va toujours plus vite. Et là, c'est pareil avec un jeune en fait qui a envie d'éteindre son feu de mobilette. Est-ce que tu crois qu'il y a un seul moment, à une seule seconde, il va penser que c'est une personne qui a sa mobilette qui est en train de brûler, qui a peut-être travaillé pendant 2 ans pour se la payer ou quoi que ce soit? Mais non, parce qu'il ne voit pas tout ça. Il est dans sa course, il est dans sa vie, il est dans sa frénésie en fait. Et là, c'est exactement pareil. Après, il y a le deuxième aspect où effectivement, quand je fais ce métier, je sais qu'il y a des risques et je sais qu'il y a des missions ou des situations qui vont être catastrophiques. Après, justement, ce que je fais dans ce métier, je le fais si je suis préparé à exercer une mission, si j'ai développé des compétences, j'ai passé des diplômes, j'ai passé une instruction pour pouvoir réaliser ces missions, et c'est pour les faire, c'est pas juste pour les regarder à la télé. Donc moi, on est tous conditionnés à faire ces missions. Donc dès qu'elle apparaît, cette mission, on est content de pouvoir la réaliser. Et c'est encore plus vrai pour le feu, puisqu'on le fait 10 fois moins que le reste. Voilà. Et dernier point, c'est qu'effectivement, souvent on dit oui, on est content de faire un feu, d'éteindre. Enfin, alors souvent, abus de langage, on dit on est content de faire un feu, mais en fait, on est content de l'éteindre parce qu'on ne les fait pas, les feux. D'accord? Mais quand je dis je fais un feu, c'est je vais intervenir sur un incendie ou etc. Mais en fait, ce qu'on est vraiment content, c'est d'être le premier à intervenir dessus.
c'est pas que justement on n'est pas content qu'il y ait un appartement qui brûle, qu'il y ait des sauvetages à faire, qu'il y ait des personnes qui brûlent ou qui vont mourir ou quoi que ce soit. Ce qu'on est content, c'est de pouvoir intervenir, c'est de pouvoir mettre en pratique ce qu'on nous a appris, etc. Et nous, on voit que ça, on voit ce côté positif et on n'est que là-dedans. Tout le reste qui est à côté, on le voit même pas, nous. Et à l'inverse, donc la distance, comment tu gères la distance par rapport aux victimes, où c'est toujours un peu compliqué parce que tu interviens face à des gens qui ont des situations de vie là ponctuellement très compliquées, qui peuvent faire écho à des situations que tu peux connaître, des gens, si tu interviens sur des enfants, je pense, ce genre de choses. Comment tu gères ça? Comment tu gères aussi potentiellement l'échec? Parce que ça peut enfin, quand je dis l'échec, tu vois, c'est que t'arrives pas, ou t'arrives trop tard et t'arrives pas à sauver la personne. Comment ça se gère, ça? Ça doit être super compliqué. Est-ce que vous avez des accompagnements psy, par exemple? Quand on intervient sur une situation délicate ou quoi que ce soit, l'avantage de ce métier, c'est qu'on n'est jamais seul. Donc, on a toujours plus dans deux têtes que dans une seule. Alors, imagine dans trois ou quatre ou six. Ouais, c'est génial. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a toujours un ange gardien, le chef d'agrès. C'est le plus ancien, le plus expérimenté. C'est celui qui a le plus d'expérience. Donc, il y a toujours une espèce de modérateur où les équipiers vont plus être, on va dire, soit au contact de la victime, soit au contact du feu. Et le chef d'agrès a toujours une position de recul par rapport à ça. Comme ça, il a une vision beaucoup plus périphérique et beaucoup plus objective par rapport à tout ça. Et du coup, le champ de vision, comme on évoquait tout à l'heure, il est beaucoup moins rétréci, il est beaucoup plus large. Ça permet de prendre en compte tous les paramètres. Donc ça, c'est important aussi. Donc, par rapport à ça, il y a aussi le fait que les missions du pompier, elles sont vraiment faites pour le protéger en même temps. C'est-à-dire que quand on va prendre une victime d'un point A qui est chez elle ou dans la rue ou au lieu de l'accident, on va l'emmener à un point B à l'hôpital et après, on va la laisser où elle est. Mais après, on part, nous. Et après, on n'entend plus parler normalement de la personne. Donc ça, c'est aussi une grosse protection par rapport à ça. Et après, par rapport à tout ça, effectivement, il y a des circonstances qui peuvent faire écho à titre personnel, comme tu disais. Par exemple, effectivement, ce qui touche tout de suite, c'est avec les enfants, puisque déjà, c'est contre nature de voir un enfant partir avant nous, parce qu'il y a pas ou peu de mots, en fait, pour définir qu'un enfant part avant ses parents. Hein. Et du coup, effectivement, c'est contre nature. Donc là, c'est vraiment d'une violence extrême. Et pour gérer ça, ça se gère déjà, j'allais dire, en famille, c'est-à-dire au sein de l'équipage. Et puis, ça se gère aussi à la caserne, parce que soit on va faire un débriefing directement à la fin de l'intervention, parce que c'était trop trash, soit après, on va délirer au sein de ce qu'on appelle le mess. C'est l'endroit en fait où il y a on peut prendre le café, le thé, les choses comme ça. Et puis du coup, il n'y a pas d'alcool dans les casernes, je rappelle. Et du coup, en fait, et du coup, par rapport à ça, effectivement, on va se lâcher entre nous et puis on va se faire un petit peu notre mayonnaise entre nous. Après, en fait, depuis la catastrophe du Mont Blanc, ça s'est démocratisé, ou c'est la catastrophe du tunnel du Mont Blanc. De plus en plus, maintenant, il y a des prises en charge psychologiques. Et nous, dans notre département, ça a été mis en place d'une manière remarquable, où effectivement, en fait, il y a des cellules d'urgence en fait, psychologiques, ou des psychologues, carrément. Dans notre département, on a un psychologue professionnel par rapport à ça, un sapeur-pompier professionnel qui est psychologue chez nous. Et effectivement, on est toujours assisté par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, il nous propose et puis, c'est à chacun d'avoir sa démarche personnelle. Oui, j'ai besoin et non, j'ai pas besoin. Tu parlais des échecs. En fait, je trouve qu'il n'y a pas d'échecs. Il n'y a que des points améliorés. Et en plus de ça, en fait, si par exemple, il y a une intervention où effectivement, ça se passe mal et finalement, il y a des personnes décédées ou quoi que ce soit. Après, la vraie question que je pose à tout le monde, mais ça, c'est pareil dans ta vie au quotidien, c'est est-ce que tu as fait de ton mieux? Et c'est ça le plus important, c'est que si tu fais à chaque fois de ton mieux dans ta vie, tu ne regrettes pas grand-chose. Après, c'est sûr que si à un moment, tu as mis à côté, va falloir que tu prennes tes responsabilités.
Mais l'objectif, c'est vraiment faire de son mieux. Et ça, souvent, c'est ce qu'on dit en formation, c'est ce qu'on dit en intervention et c'est ce qu'on se dit entre nous. En tout cas, j'essaie vraiment de véhiculer ça autour de moi parce qu'il y a d'autres qui m'ont appris ça et c'est comme ça. Il y a des anciens qui m'ont dit ça et ça m'a marqué. Et effectivement, oui, bah, quand tu fais de ton mieux, tu regrettes rien. Donc voilà. Maintenant, on fait de son mieux. Et puis, tu vois, je l'applique dans ma vie au quotidien, hein, quand je me lève le matin. Et puis voilà. Ok. Bon, bah génial. Écoute, je pense qu'on a bien fait le tour du métier de pompier. Avant de passer au deuxième métier qui est celui d'instructeur secourisme, je t'ai demandé de réfléchir à une anecdote. C'est une anecdote qui est poignante par rapport au nouvel emploi que j'occupe aujourd'hui, qui est opérateur en centre de traitement d'alerte. Parce que ça résume exactement ces 20 années de sapeur-pompier et d'engagement. Et en même temps, ça résume un peu comment je vois un petit peu la détresse, comment je vois les compétences, comment je vois la notion d'accompagnement et comment je vois la notion de service public et la notion et la vraie mission du sapeur-pompier. Et cette anecdote, voilà, où je ne donnerai pas de nom, bien sûr, pour anonymer tout ça, par respect par rapport à ces personnes. C'est une personne qui m'appelle un jour et puis elle hurle en fait son adresse à plusieurs reprises. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et je lui dis, madame, j'ai votre adresse, expliquez-moi ce qui se passe. Et elle continue, mais vraiment bloquée. Et là, elle me dit, voilà, en fait, ma fille, elle est dans une flaque de sang, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. En fait, cette dame, elle est infirmière. Cette dame qui est infirmière, c'est son métier, donc elle a des compétences. Et elle est chez elle, elle rentre chez elle, et là, elle tombe sur sa fille, la chair de la chair, le sang de son sang. Et en fait, elle est dans une flaque de sang. Et là, elle ne sait plus quoi faire. Elle est ce qu'on appelle en stress dépassé. En plus de ça, elle est avec son fils qui est à côté d'elle. Et elle ne sait pas quoi faire. Et en plus de ça, elle voit en fait son propre matériel autour de son bras qui a servi justement à faire cette ouverture et ce pourquoi elle saigne. Elle voit son matériel chirurgical avec son bistouri et puis son garrot infirmier. Et là, il y a une notion de culpabilité énorme qui l'envahit. Et elle ne voit que ça en disant mais c'est de ma faute. Et en même temps, qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, ma fille, elle est morte. Qu'est-ce que je peux faire? J'en sais rien. Et là, en fait, toi, tu es au téléphone en tant qu'opérateur. Tu es tétraplégique parce que tu ne peux pas mettre tes jambes à travers le téléphone, tu ne peux pas mettre tes bras à travers le téléphone. Et en plus, tu es aveugle. Donc, ça veut dire que tu ne vois rien, donc tu es juste au téléphone. Et tu dois accompagner la personne de la plus belle des manières. C'est ce qu'on appelle la bienveillance. Et ça, c'est génial et c'est extraordinaire parce que tu dois trouver des capacités humaines en toi qui sortent de l'ordinaire. Et puis, là, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de jeu. Tu es authentique et c'est toi et toi-même et c'est toi et elle. Et tu te dis que tu dois juste faire de ton mieux pour sortir en fait de la merde de cette personne. En fait. Et là, il n'y a plus de sauvetage. Parce que le sauvetage, c'est quelque chose que tu fais, mais en fait, tu ne demandes pas l'avis à la personne. Tu le fais et hop, ça se fait. Là, tu es obligé d'accompagner et tu es obligé de faire. Et c'est là où c'est toute la subtilité et la différence. Et c'est là où vraiment ça prend tout son sens. Et là, en fait, les consignes, ça a été d'aller à l'endroit où ça saigne et d'appuyer le plus fort possible pour stopper l'hémorragie. Et malgré ça, en fait, ça continuait à couler. Donc là, en fait, il y avait son fils qui faisait rien et puis qui était choqué, tout ça. Et je dis, dites à votre fils, là, qu'il aille chercher le chiffon et puis un chiffon propre. Et puis comme ça, il va l'appuyer dessus. Alors, du coup, elle lui donne les consignes. Alors, je lui dis, mettez sur haut-parleur, posez le téléphone, comme ça, vous allez avoir les mains libres. Et puis, allez-y. Là, du coup, il y va, il revient, il met par-dessus, mais il dit, ça saigne encore. Je dis, OK, madame, est-ce qu'il y a une cravate dans votre maison? Il y a quelque chose comme ça? Oui, foncez chercher la cravate. Et puis, quand vous revenez dans la cuisine, vous prenez une fourchette.
Et là, effectivement, elle arrive et du coup, elle récupère ça. Mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Elle est infirmière, hein. Donc, en fait, cette femme, elle est plus infirmière à ce moment-là. Ce qu'il faut Ouais. comprendre, c'est qu'en fait, elle est juste maman. Elle est maman en stress dépassé. Elle sait elle a sa fille qui est en train de mourir. Elle a son fils qui est à côté, qui est en stress plus. En plus, elle culpabilise parce que c'est son matos. Et voilà, elle est dans cette position-là. Donc, elle est plus infirmière. Malgré toutes ses connaissances, ses compétences, etc., etc. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je lui demande de faire un nœud autour du bras et de serrer le plus fort Oui, de possible tourner avec la l'endroit où ça se... fourchette. Après, je lui demande de refaire un deuxième nœud. Je lui demande de poser la fourchette dessus pour refaire un nœud et tourner. Tellement elle était dans le stress, elle m'a raconté en rigolant qu'en fait, elle tournait la fourchette comme si c'était des pâtes. Et juste pour illustrer par cette anecdote l'état dans lequel on peut être en stress. Donc, cet accompagnement, il a été fait de telle manière où je lui dis, ça marche pas, et du coup, on recommence. Est-ce que vous avez fait un premier nœud, un deuxième? Et là, en fait, elle a réussi à la fin le deuxième coup, et elle a retourné. En fait, elle a compris que oui, effectivement, c'était pas dans l'autre, et son mieux à appuyer pour limiter le saignement, etc. Et là, elle a réussi à stopper l'hémorragie. Et cette personne elle disait merci, 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 merci. Mais en fait, la seule personne qu'elle a remerciée, c'est elle-même. C'est elle qui a tout fait, en fait. Et nous, on est là juste pour accompagner cette personne. Et j'ai trouvé ça génial parce que les pompiers ont mis 18 minutes à intervenir. Donc, c'est beaucoup plus que le temps accoutumé ou d'habitude ou quoi que ce soit, parce qu'il y a eu des problèmes d'adresse et en même temps, en fait, ils étaient redirigés d'une intervention, donc ils étaient un peu plus loin, etc., etc. Et après, donc, ils ont fait, leur job comme il faut. Le médecin est arrivé avec le SAMU, ils l'ont rempli parce qu'elle avait perdu beaucoup de sang. Et effectivement, il a été, ça a été mis en évidence que s'il n'y avait pas eu cette intervention de sa maman, sa fille serait morte. Et aujourd'hui, en fait, moi, quand j'ai eu cette personne, parce qu'elle a écrit, en fait, pour nous féliciter et qu'elle savait pas qui c'était, mais qu'elle savait qu'il s'appelait Benjamin et qu'elle voulait le remercier. Alors, voilà, du coup, en fait, j'ai eu ses coordonnées, on a échangé tout ça et elle a écrit une lettre où quand je l'ai lue, oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré de bonheur parce que enfin, c'était génial et j'ai dit, ouais, ce job, il est vraiment fait pour moi. Et je sais à quoi je sers maintenant. En fait, je sers à accompagner les gens, je ne sers pas à les sauver ou à faire le mytho ou dire je suis le sauveur du monde ou quoi que ce soit, parce que au départ, on ne fait pas forcément ce métier pour les bonnes raisons, on cherche à sauver tout le monde parce qu'on a du mal à se sauver soi-même. Mais finalement, après, on prend conscience que c'est ça qui est génial, c'est tout cet accompagnement qu'on fait, etc. Et là où avant, j'avais de la frustration quand j'étais en caserne et que je partais tout de suite en intervention, où je disais, ah, j'espère que je vais arriver le plus vite possible, etc., etc. Là, quand je réponds au téléphone, je les ai tout de suite et je les ai au bout de quelques secondes. Et là, je suis encore plus efficace et je fais encore plus de sauvetage ou d'accompagnement que si j'étais en caserne. Donc là, je trouve ça génial et c'est pour ça que je voulais donner cette anecdote parce que c'est un petit peu la synthèse de 20 ans de carrière et en même temps, je trouve que c'est génial que ça se passe de cette manière et pour moi, ça vaut 10 000 fois plus que des médailles qui sont des hochets ou des choses comme ça, où j'étais à fond pour en avoir plein au départ pour travailler ma non-valeur. Et puis aujourd'hui, finalement, je préfère 1000 fois avoir une lettre de cette dame avec toute l'émotion qui va avec plutôt qu'une breloque qui ne sert pas à grand-chose. Ok. Oh, putain, c'est très émouvant, ouais. On va passer à la partie instructeur, si ça te va, de secourisme. Est-ce que tu veux nous expliquer à quoi ça correspond, en quoi ça consiste et qui tu formes? D'accord. Alors, dans un premier temps, en fait, j'ai commencé la formation en 2001 avec une association où j'ai eu moniteur de premier secours. Donc maintenant, ça s'appelle formateur. Du coup, au fur et à mesure en fait de mes activités, de la progression, j'ai voulu former ces formateurs. Donc l'instructeur de secourisme, c'est un formateur de formateurs. Et ça, en fait, c'est en lien avec ma profession, puisqu'au sein des différentes spécialités que je te disais, on a besoin pour mettre à jour tous les sapeurs-pompiers au niveau de leurs compétences, de formateurs en premier secours et de formateurs pour mettre à jour les formateurs. Et ça, en fait, c'est génial parce que déjà, je pouvais diffuser un message de prévention. C'est-à-dire que
j'en avais marre qu'il y ait des gestes tout simples qui puissent être faits, qui n'étaient pas faits. Et quand j'arrivais en intervention, on me disait, ah, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et bien là, ça répondait à cette question. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à se former, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on vous parle des accidents de la route, qu'il faut mettre sa ceinture, il faut acheter un airbag avec une voiture qui coûte 20 000 ou quoi que ce soit. Mais en attendant, aujourd'hui, on parle pas. Alors aujourd'hui, on parle du Covid, du nombre de morts de Covid, tout ça, on en fait tout un foin et tout. C'est super important. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a quand même 50 000 morts d'arrêt cardiaque en France par an. Et qu'aujourd'hui, si une personne sur 5 était formée aux gestes de premier secours, on pourra réduire de 8 000 morts chaque an, chaque année, le nombre de personnes qui sont victimes d'un arrêt cardiaque. Aujourd'hui, en fait, la première cause d'arrêt cardiaque, comment ça s'appelle, de handicap, en fait, de la population, c'est l'AVC. C'est la première cause de mortalité chez la femme. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui, et est-ce qu'il y a des spots publicitaires pour dire, voilà, il faut apprendre à se former sur les gestes de premier secours, face à un AVC, il faut faire telle réaction, telle réaction, telle réaction. Alors oui, non, ça, on n'a pas tout ça. Par contre, des spots pour la sécurité routière, là, on voit bien que le lobbying, il est différencié. Mais ça, je trouve ça regrettable. Et effectivement, la formation, en fait, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me disais, à mon niveau, je vais faire de mon mieux. Et je vais être acteur du changement. Et je vais être acteur de ce changement. Et mon but, c'est aussi éveiller certaines consciences sur le fait que chacun peut, à son niveau, être en capacité de stopper une hémorragie, d'arrêter un étouffement, de désobstruer les voies respiratoires d'une personne, de faire du massage cardiaque, d'intervenir sur une brûlure, d'intervenir sur un malaise, d'instruire, ou j'aime pas trop ce mot, mais justement de monter en compétence le grand public et les sapeurs-pompiers dans leur domaine respectif. Et effectivement, là, ça permettait de résoudre un petit peu tout ça. Et c'est pour ça qu'en tant qu'instructeur de secourisme, j'interviens pour des structures associatives, ou j'interviens dans le cadre de ma profession, comme les différentes spécialités que je t'ai développées tout à l'heure. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur un épisode, pardon, je vais y arriver. Tu as repris des études. Et je trouve que c'est pas pour en parler pour reparler spécialement des études, mais je voudrais juste, parce que moi ça a souligné deux choses quand tu me l'as raconté. C'est d'abord le hasard de la vie, qui est bien fait parfois, et mais qu'on sait saisir. C'est-à-dire que c'est une opportunité qui est arrivée, mais que tu as su saisir. Et surtout aussi le courage que tu as eu de reprendre des études, alors que de ce que tu nous as raconté, c'était pas non plus ton kiff absolu, quoi. Donc c'est ces deux points-là que je voudrais que tu abordes au niveau de cette reprise d'études, et qui est quand même assez impressionnant, parce que c'est un Master 1 et un Master 2 d'ingénierie de la pédagogie pour adultes, si je dis pas de bêtises. C'est ça? Exactement. Et du coup, souvent, quand je prends le train, parce que je voyage beaucoup, en Suisse, en Belgique, en France, à Marseille, à Paris, tout ça pour du secourisme aussi. Le secourisme mène à tout, dit un ami à moi. Et du coup, il a raison. Et par rapport à ça, je vais voir cette personne qui était à la voiture bar. Et puis je lui demande, excusez-moi, madame, bonjour, je me présente, je voudrais savoir, est-ce que vous avez déjà été formé en secourisme? Elle dit, ah oui, il y a 1 an et demi. Je dis, ah d'accord, et je pourrais vous poser des questions par rapport à ça? Il dit, oui, oui, bien sûr. Et je lui demande, je lui dis, est-ce que vous vous rappelez de comment on agit face à une personne qui est inconsciente et qui ne respire pas? Alors, elle me sort 2, 3 données. Je dis, vous vous rappelez combien de temps on doit masser ou pas? Ou est-ce que vous savez le nombre de compressions? Est-ce qu'il faut faire du bouche à bouche? Ok. Je lui pose différentes questions comme ça. Et puis, à chaque fois, elle me répond pas, elle me répond à côté, etc. etc. Je dis, ah d'accord. Et là, après, donc, elle me pose des questions. Elle me dit, ah, mais c'est intéressant. Mais oui, je me souviens parce qu'en fait, cette formation, j'ai fait il y a 1 an et demi. Et puis, c'était sur la place Bellecour. Je dis, ah, d'accord, et tout. Je dis, mais c'est-à-dire sur la place Bellecour? Elle dit, oui, en fait, on était une centaine devant un mannequin. Et puis, il y avait un monsieur qui parlait avec un micro. Et c'était la première fois que je faisais des formations où on était 100 personnes formées en même temps. Et c'était assez impressionnant. Mais du coup, ça marchait bien parce que je me rappelle quand même de pas mal de trucs. Je dis, ah, d'accord.
Et là, je lui montre une photo sur mon portable. Je lui dis, mais c'était cette personne et c'était ici, là. Elle me dit, ah oui, oui, tout à fait. Et en fait, le formateur, c'était moi. Donc, c'était assez rigolo. Et du coup, après, elle me pose plein de questions sur ma vie. Là, elle me demande, elle me dit, mais est-ce que ça vous dirait pas de prendre vos études et puis de faire des études et d'aller dans justement l'ingénierie pédagogique et là, je dis, bah, écoutez, je vous arrête tout de suite. Moi, j'ai arrêté mes études en terminale. C'est pas pour moi votre. Euh, ah non, mais en fait, je vous demande pas si c'est pas pour vous ou pas. Je vous demande, est-ce que ça vous intéresserait? Ah, je dis, bah, bien sûr, mais c'est pas possible. Elle dit, bah, justement, en fait, c'est pas que c'est pas possible. En fait, c'est que c'est possible, mais que vous ne le savez pas. Et là, donc, elle me raconte un petit peu bah, tout ce que je devrais faire, donc, c'est-à-dire une validation des acquis professionnels, qui est différente d'une validation des acquis d'expérience. Et la validation des acquis professionnels, elle est là pour déterminer si vous êtes en capacité de pouvoir suivre des études à tel niveau. Et donc là, bah, j'ai repris ces études à ce niveau-là, donc avec l'université Paris-Nanterre, qui est extraordinaire. Et du coup, en fait, donc j'ai passé ce diplôme universitaire des fondamentaux de l'ingénierie de formation pour adultes. Et du coup, en fait, bah, je l'ai validé. Et là, bah, on m'a dit, est-ce que ça te dirait de faire un Master 2? Donc là, je me suis inscrit en Master 2 et là, je suis en Master 2 actuellement. Donc, je suis passé de bac -1 à niveau Master 1 et maintenant en cours de Master 2. Et, euh, et en fait, c'est extraordinaire parce que oui, effectivement, c'est un gros challenge, mais en même temps, c'est aussi la vie qui m'a proposé ça au bon moment, au juste moment. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, des fois, on dit qu'il y a des choses qui sont injustes ou qui sont pas justes ou quoi que ce soit. C'est que bah, c'est juste pas le bon moment, en fait. Et que là, c'était le bon moment. Tous les voyants, ils étaient au vert. J'ai saisi l'opportunité et tout était dans la douceur et que c'était juste le bon moment de le faire. Et mais ce que je trouve dingue, c'est que le côté vraiment opportunité de dingue. T'aurais pu être dans un autre train, t'aurais pu être dans un autre wagon, t'aurais pu être dans le même wagon et ne pas lui parler, t'aurais pu lui parler et ne pas saisir l'opportunité. Enfin, tu vois le nombre de possibilités et je trouve ça dingue. Et ce qui s'est passé, c'est à ce moment-là, et c'était juste à ce moment-là. Donc ça s'est passé de la meilleure façon. Et c'est pour ça que je dis que la vie, elle est juste. Et je le dis à tous les niveaux. C'est-à-dire que même aujourd'hui, je suis vraiment en accord total quand je dis que la vie, elle est juste. Et pourtant, on m'a déclaré une sclérose en plaques en 2003. Et oui, je suis passé par des périodes de fauteuil roulant. Là, aujourd'hui, je ne l'ai pas. Ça se trouve, demain, je vais l'avoir. Bah, c'est pas grave. Je fais de mon mieux aujourd'hui. Et puis, le reste, ça ne m'appartient pas. Alors Benjamin, justement, tu fais une parfaite transition parce que je voulais justement te poser des questions par rapport à ton rapport entre la maladie et ton métier, qui est qui est un métier physique. Et du coup, bah, je voudrais un peu que tu m'expliques comment t'as eu toutes ces phases un peu d'acceptation. Est-ce que t'as une phase de déni aussi de la maladie, une phase de combat où tu te diras jamais elle gagnera sur moi et je me souviens que tu m'avais raconté que tu faisais des courses, bon parce que ça ne passera pas et je serai plus forte qu'elle. Une phase un peu aussi où pas cachée mais de déni. Voilà, j'aimerais bien comprendre toutes ces phases là en fait et comment t'as pu combiner et ton métier et cette maladie et ces contraintes et peut-être même pour en plus arriver à un résultat où elle t'apporte aujourd'hui quelque chose. Euh, alors, en fait, non, 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 pas de souci. C'est super clair. Et je te remercie de poser cette question parce que c'est vraiment important de comprendre justement tout ce cheminement. Puisque une maladie, alors ça c'est vraiment très personnel, hein, je suis pas là en train de décrire quoi que ce soit de global ou enfin c'est pas une vérité absolue, c'est ma vérité, donc c'est ma justesse à moi et ça n'engage que moi tout ce que je vais dire. Une maladie, c'est le mal qui a dit. Si on coupe maladie, c'est mal a dit. Et en fait, le mal qui a dit, c'est quoi? C'est comme ta voiture avec ton tableau de bord. C'est comme un malaise. Si tu fais un malaise, tu es mal à l'aise. Si ton tableau de bord il s'allume, toi, en personne normale, consciente, tu te dis il y a un problème. Et en tant que personne normale, consciente, et en tout bon sens, si ton voyant il s'allume sur ton tableau de bord, bah, tu vas te mettre sur le bas-côté
et puis tu vas regarder ce qui se passe. Soit tu connais le voyant de ton tableau de bord, tu vas continuer parce que tu sais que tu es en capacité de continuer. Soit tu vas te mettre sur le bas-côté, tu vas appeler un dépanneur et tu vas appeler un spécialiste. Quand on a une maladie, quand le mal a dit, eh ben, on fait quoi? Soit on s'arrête, on se calme et on prend le temps de voir ce qui se passe et d'après appeler les spécialistes. Soit on continue à faire le bourrin et on prend son téléphone, on le met sur son tableau de bord par-dessus et puis on dit c'est pas grave, j'ai rien vu et je continue. Et en fait, cette maladie, elle m'a fait prendre conscience de tout ça. Parce qu'au départ, effectivement, j'ai mis mon portable et puis j'ai continué. Et j'ai dit, c'est pas grave. J'ai ça, on m'a dit ça, et allez hop. Et ça, c'est le déni. Et après, j'ai vu que c'était un peu plus important au niveau des signes, des symptômes. Et là, j'ai dit, va peut-être falloir que j'ouvre le mode d'emploi et que je sache ce qu'il y a écrit dedans et à quoi ça correspond. Et là, en fait, j'ai ouvert le mode d'emploi traditionnel médical. Et après, j'ai ouvert le mode d'emploi de la vie. Et après, j'ai ouvert le mode d'emploi de la médecine allopathique et de la médecine ayurvédique et de la médecine chinoise et de toutes les médecines du monde. Et j'ai été voir ce qu'il y avait. Ce qu'il y avait dans la symbolique, ce qu'il y avait dans ce que ça signifiait au niveau des symptômes, ce qu'il y avait dans l'anatomie, dans la physiologie, etc., etc. Et après, comme une fleur qui va butiner sur chaque, comme une abeille qui va butiner sur chaque fleur, et après, en fait, elle va récupérer du pollen de chaque fleur et elle va faire son miel. Et moi, mon miel, je l'ai fait avec ma façon de me soigner. Parce qu'au départ, en fait, j'ai commencé avec de la cortisone et je traversais les murs et j'étais complètement débile parce que ça me rendait complètement excité, etc. Et je voyais bien qu'en fait, la cortisone, c'était le réparateur, le mécanicien qui m'achetait un casque anti-bruit, qui me facturait ça 150 balles à chaque fois et qui me disait votre moteur, il est réparé, vous voyez, votre moteur, il fait plus de bruit. Donc en fait, pour moi, c'était de la merde et qu'en tout bon sens, en fait, je dis que je souhaitais plus être soulagé de cette manière parce que soulager, c'est bien, mais guérir, c'est mieux. Et après, on m'a dit que guérir de la sclérose en plaques, c'était pas possible. On m'a dit que pouvoir exercer mon métier dans ces conditions, c'était plus possible. Pouvoir continuer à vivre comme avant, c'était pas possible. Et ça, en fait, c'était vrai. Je pouvais plus vivre comme avant parce que, en fait, j'avais vu ce qu'il y avait sur le tableau de bord et du coup, j'en avais pris conscience et que, du coup, il fallait que je m'en serve de ça parce que sinon, ça servait à rien. Et donc là, il y a la période d'acceptation. Ok, je le vois, je le sens, je le vis, je le survis. Et là, en fait, elle ne sera pas plus forte que moi. Et là, je suis dans l'ego. Et là, je suis capable de, et puis vous avez beau me dire ce que vous voulez, et je vais aller au-delà. Et je vais aller toujours au-delà. Donc là, commence le faire. Je vais faire toujours plus parce que je suis plus fort. Parce que je ne veux pas être dans ma non-valeur. Et je ne veux pas qu'on me dise que je suis un bon à rien ou quoi que ce soit. Donc là, en fait, je ne dis pas en fait, au service médical que j'ai une sclérose en plaques. Je le dis à personne. Je vais juste voir en fait mon médecin-chef et je lui dis. Et là, il me dit, écoute, en tant qu'ami, je te dis que continue à faire ce qui t'anime et continue de vivre et fais de ton mieux et fais ce que tu veux. Et en tant que médecin de sapeur-pompier, je t'ai pas écouté et je sais pas ce que tu m'as dit et tu m'as jamais rien dit. Et voilà. Et donc, paix à son âme, aujourd'hui, il est mort, cet homme-là. Et en fait, il m'a donné un conseil extraordinaire. Et je l'ai toujours suivi et c'est génial et je le remercie encore maintenant parce que c'est lui qui m'a déclenché en fait justement le fait que finalement quand on dit que quelque chose est impossible, c'est impossible par rapport à un référentiel, par rapport à une norme, par rapport à une normalité. Mais en fait, finalement, qu'est-ce qui est impossible? Pas grand-chose. Et la preuve en est, c'est que ça fait 20 ans que je suis pompier professionnel, que j'ai continué à exercer tout ça. J'ai même été réserviste opérationnel et pas dans un petit régiment, au 2e régiment étranger parachutiste de Calvi à la Légion étrangère. J'ai fait un marathon et j'étais dans cette course parce que je veux prouver au monde entier que c'est possible, etc., etc. Quand on réfléchit à tout ça, ah oui, la maladie, c'est vrai, elle est encore là, celle-là. Et là, en fait, elle fait une poussée, 2 poussées, 3 poussées. Comme à un moment, on va dire,
une petite claque pédagogique, comme un petit coup de pied au cul qui va bien pour dire hey, oh, je te rallume mon tableau de bord, est-ce que tu m'écoutes? Et là, en fait, vu que j'étais dans le faire-faire, je ne l'écoutais pas. Et là, j'ai une deuxième alarme et une troisième alarme. Et du coup, j'avais des poussées au fur et à mesure. Et comme par hasard, depuis que j'ai compris tout ce qui se passait, là, depuis, j'ai plus de poussées. Alors oui, la dernière poussée, elle m'a fait du mal parce que j'ai des difficultés à marcher. Je me suis retrouvé en fauteuil roulant. Là, aujourd'hui, je suis debout. Demain, je ne sais pas ce qui va se passer. Aujourd'hui, je ne peux plus être opérationnel puisque effectivement, compte tenu des difficultés à la marche que j'ai, c'est hors de question que je puisse partir en intervention, que ce soit pour ma sécurité, celle de mes camarades ou aussi pour la victime. Et en même temps, aujourd'hui, comme par hasard, la vie est juste et parfaite. Au moment où en fait, on a créé une formation de formateurs de secouristes pour des personnes en situation de handicap, on a dit le handicap, c'est quoi le plus gros? On va dire, allez, le plus lourd, ça va être tétraplégique. Ah oui, parce qu'en fait, on ne peut pas marcher, on n'a pas de bras, pas de chocolat, on n'a pas de jambes. Donc, OK. Et on va former une personne à devenir formateur en secourisme, mais avec une personne tétraplégique. Et là, en fait, je rencontre la bonne personne au bon moment au congrès des sapeurs-pompiers, un mec fascinant qui s'appelle Julien. Et là, on fait une formation extraordinaire qui est génialissime. Et on a formé une personne tétraplégique, une personne paraplégique, des déficients visuels, une personne qui avait une jambe en moins et une personne dyslexique. Et du coup, en fait, tout le monde a été validé. Et finalement, ce qu'on croyait, c'était pas ce qui se passait. Et ce mec-là, qui s'appelle Valentin, donc, qui est tétraplégique, aujourd'hui, il est formateur en premier secours. Et ce mec-là, en fait, aujourd'hui, il arrive à faire des gestes de premier secours à n'importe qui. Et c'est ça, en fait, qui est génial, c'est que cette formation, je l'ai faite juste avant de faire mes choix, en fait, pour demander mon affectation au centre de traitement des appels 18 et 112. Et c'est ça qui est génial, parce que j'ai eu des signes de la vie avec des opportunités encore comme cette formation. Et j'ai toujours dit, en fait, et c'était la phrase d'introduction que j'avais donnée pendant cette formation, et c'est ça qui m'a révélé le fait que je voulais partir au centre d'appel 18 et 112. Et j'avais commencé la formation comme ça en disant, est-ce que vous savez qui sauve et accompagne le plus grand nombre de gens en France par an? Et je leur dis, en fait, c'est des personnes en situation de handicap. C'est les opérateurs du SAMU et les opérateurs des sapeurs-pompiers quand ils vous répondent, en fait. Parce qu'ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de jambes qui peuvent passer à travers du combiné, et en plus, ils voient rien. Et donc, si eux, ils arrivent à accompagner des gens, vous, même toi, Valentin, hein, toi, tu n'es que tétraplégique, tu n'es pas aveugle en plus. Donc, toi, tu n'es que aveugle, tu n'es pas tétraplégique. Donc, écoute, comme ça, vous avez toutes vos chances par rapport à ça. Et en même temps, ce jour-là, j'ai pris conscience. Et là, j'ai compris, j'ai dit, OK, ouais. Là, je vais y aller et ma mutation, je vais la demander. C'est pour ça que je dis qu'en fait, on est tous handicapables. Parce qu'en fait, un handicap, c'est juste une difficulté à un instant T. Soit c'est fugace, soit c'est durable. Hein. Je leur dis pour la deuxième fois, mais ça m'anime vraiment. Et effectivement, pourquoi on écrit cette pièce de théâtre et pourquoi on va développer des actions un petit peu atypiques pour montrer aux gens que tout est possible, etc. Parce qu'on a pour projet, après le Covid, en fait, de former les populations au Népal pour aller jusqu'au plateau qui est à 5000 mètres au niveau de l'Everest, en fait, où on va traverser les villages. Et tous les villages qu'on va traverser, on va les sensibiliser aux secouristes pour qu'ils créent de l'autonomie par rapport à ces gestes, tout simple, et leur montrer que même un gars qui a du mal à marcher, qui s'appelle Benjamin, et s'il a l'environnement capacitant, il peut aller au-delà que de marcher. Et donc, du coup, je vais faire ça soit à Dodane, soit un truc dans le genre avec tous mes collègues. Et après, en fait, l'objectif, ça va être de sauter en parachute au-dessus du mont Everest et en montrant qu'effectivement, il y a tout qui est possible, même pour un pauvre handicapé de la société qui finalement, en fait, il est finalement plus handicapable que handicapé. Et c'est pour ça que le mot en situation de handicap, finalement, on pourrait tous avoir une carte parce qu'on l'est tous à un moment de sa vie. Voilà. Ouais, je confirme. Ouais. Mais c'est compliqué parfois d'accepter
ta maladie ou celle de quelqu'un qui est proche. Mais je reconnais complètement tout ce que tu dis sur le tableau de bord que tu ne veux pas voir et tout ça. Et c'est super intéressant. Enfin, c'est super important. Pas toujours facile. Après, c'est toujours plus difficile d'être dans la résistance que dans la résilience. La résistance, c'est je prends des coups, je résiste, je les encaisse, ça fait mal. Et dans ma tête, je dis même pas mal ou j'accueille, etc. Mais ça fait mal. Alors que la résilience, c'est OK, je prends un coup, je tombe, j'accueille, je mets le temps qu'il faut pour me relever. Mais après, je me relève. Et après, en fait, je vais prendre en conscience tout ce qui s'est passé. Et là, en fait, je vais avancer. Et puis la prochaine fois que j'aurai ce coup qui arrivera, peut-être que je vais me mettre sur le côté. Ou peut-être que je vais avoir une protection, ou peut-être que je ne vais pas aller dans cette direction. Et c'est ça pour moi la différence entre la résistance et la résilience. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, c'est que je suis passé dans ma vie de la résistance à la résilience. Et comme par hasard, tout s'ouvre au moment où effectivement, alors c'est des mots tiroirs qu'on emploie souvent aujourd'hui, mais pourquoi ils apparaissent aujourd'hui et pas hier ou avant, c'est pas anodin. Et je pense que la vie elle est juste et c'est exactement ça. Après, soit on décide d'être dans le contrôle, soit on décide d'être dans le lâcher-prise. Il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, il y a des choses qui sont sous notre contrôle, il y a des choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Donc là, aujourd'hui, je ne veux plus être là-dedans, je fais juste de mon mieux, le reste, ça ne m'appartient pas, donc ce n'est pas à moi de le contrôler. Je te remercie énormément parce que je trouve que tu t'en parles super bien de ton métier, mais aussi tu as eu... la sympathie nous parlait aussi de l'envers du décor aussi et par rapport à ta maladie et je trouve que parfois ça peut ne pas être facile, même si toi tu sembles l'avoir bien accepté, parfois la pudeur fait qu'on n'a pas forcément envie de partager les choses, donc je te remercie. Avant de se quitter, est-ce que je peux te demander de me lancer le défi de partir à la découverte d'un autre métier? Est-ce que tu as eu le temps d'y réfléchir? Non, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Pour la bonne et simple raison que je voulais de la spontanéité. Et par rapport à ça, vu que c'est un défi et que je trouve que c'est génial parce que c'est d'actualité, parce que c'est ce qu'ils font en ce moment et que ça s'est ouvert le 31 mars. Et le 31 mars, c'est la Saint-Benjamin, donc c'est pour ça que ça a pris tout son sens. D'ailleurs, pour ça aussi, je me suis inscrit pour passer des tests de présélection, même si je sais que j'ai pratiquement aucune chance. Ça rigolo rien que le fait de le faire. C'est Spationaute. Il y a ce qu'on appelle l'ESA qui a ouvert la sélection à des spationautes en fait depuis le 31 mars et c'est bientôt fini. C'est pour ça qu'il va falloir que tu te dépêches. Et du coup, en fait, c'est la première fois qu'elle ouvre aussi son recrutement à des femmes et à des personnes en situation de handicap. Et c'est aussi pour ça que je veux relever le défi, même si je suis vraiment conscient que j'ai pas les aptitudes pour être un spationaute. Mais c'est juste le délire. Alors, c'est la première fois que ça m'arrive, parce que je suis trop contente, parce que c'est un défi qui est carrément pas facile, mais que je viens juste de remplir. C'est-à-dire que j'ai déjà interrogé, alors pas un spationaute, mais pas plus tard qu'avant-hier, j'ai interviewé, elle s'appelle Laura, et c'est la coach, c'est l'instructrice de Thomas Pesquet. Tu vois, la vie est... Donc elle est au centre, et c'est dingue, elle est au centre de l'EAC à Cologne, et elle est instructrice pour astronautes. Merci beaucoup, Julie. Merci. Voilà. Écoute, je te remercie énormément, Benjamin, pour ce super moment, vraiment. Tant mieux, en tout cas, plaisir partagé. Et puis, la prochaine fois, il va falloir que tu m'expliques, toi, plus en détail, exactement, justement, toutes ces vies qui te caractérisent et pourquoi tu en es arrivé à faire tout ça. Parce que je suis sûr que ça doit être autant, si ce n'est plus passionnant. Et parce que du coup, si tu fais ça, c'est pas pour rien et que ça a du sens et pour toi et ça t'anime et que ça a aussi du sens pour les autres. Et moi, ce qui me parle, tu vois, c'est ce que je t'ai dit au départ par rapport à l'orientation, etc. Je trouve que tu as un rôle extraordinaire à ce niveau-là à jouer parce que ouais, il y a vraiment du sens et à quel moment on peut connaître un peu tous les métiers du monde, c'est quand on nous propose de choisir. Alors, c'est dommage que ça se passe pas un petit peu en amont.
Et du coup, par rapport à tout ça, effectivement, je trouve que ça a beaucoup de sens ce que tu mets en œuvre et je trouve ça génial et je te remercie vraiment beaucoup. Ouais, c'est super gentil, c'est trop cool et c'est marrant que tu parles de ça parce que je viens de lancer ce matin sur mon compte Instagram une invitation pour ça. En fait, je voudrais justement faire un épisode spécifique pour expliquer pourquoi je fais tout ça. Vraiment, il y en a qu'une que je vais te poser. Qu'est-ce qui te fait vibrer quand tu fais ça? Et puis voilà. En tout cas, merci encore. Et puis, passe une belle journée. Gros bisous. Merci à toi. Ciao Benjamin. Ciao. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura permis de mieux connaître ce fabuleux métier qu'exerce Benjamin. Si vous voulez vous assurer de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas le petit bonus 5 étoiles qui nous fait toujours plaisir. Pour me lancer le défi de dénicher un métier qui vous inspire, c'est simple, il suffit de me laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine!